Maintenant, les Américains voient à quel point il est facile de transférer 8 milliards de dollars à Israël et 8 milliards à l'Ukraine, alors que nous ne pouvons accorder que 750 dollars aux citoyens américains dans le besoin. Donc, je pense que les Américains en ont assez. Chaque citoyen américain doit alors se demander « Que se passe-t-il si cela m'arrive? Que se passe-t-il s'il y a un tremblement de terre en Californie? Le gouvernement américain vous abandonnera tout autant que nous avons abandonné les gens dans le nord de l'État de New York. Que se passe-t-il là-bas s'il y a une catastrophe à l'ouest, de massifs incendies de forêt? Le gouvernement américain vous abandonnera car il ne se soucie pas de vous. Il semble en revanche se soucier d'Israël, apparemment de l'Ukraine. Ils continueront d'y investir des fonds, mais ils ne donneront pas l'argent dont les Américains ont besoin. En fin de compte, nous n'avons pas de candidat qualifié pour la présidence. J.D. Vance est un idiot, Donald Trump est un bouffon, Joe Biden est sénile et Kamala Harris est fausse. C'est tout. Bienvenue dans notre rapport complet sur la situation actuelle en Ukraine, alors que le conflit se poursuit au jour 999 de cette guerre prolongée et féroce. Aujourd'hui, nous nous trouvons à quelques heures d'un jalon important, le jour 1000 de cette guerre éprouvante. L'inspecteur Scott Ritter, une voix notable dans l'analyse militaire, a fourni des perspectives qui résonnent avec les événements récents sur le champ de bataille. Préparez-vous à plonger dans les derniers développements sur cette guerre qui n'en finit plus. Tout d'abord, concentrons-nous sur une attaque massive de missiles lancée par la Russie, une opération qui a secoué l'Ukraine au cours de la dernière journée. Selon le président Zelensky, pas moins de 120 missiles, accompagnés de 90 drones aériens sans pilote, UAV, ont été tirés sur le territoire ukrainien. Cela représente l'une des offensives de missiles les plus significatives des 2 derniers mois, soulignant l'engagement de la Russie à perturber les infrastructures critiques alors que l'hiver approche. L'ampleur de cette attaque, avec des missiles et des drones déployés simultanément, ajoute une couche complexe à la stratégie de défense déjà tendue de l'Ukraine. L'Ukraine affirme avoir intercepté 140 projectiles, un chiffre impressionnant qui soulève des questions sur l'efficacité et la fiabilité des rapports de défense anti-aérienne. Si ces chiffres se vérifient, cela signifie qu'environ 70 missiles ont réussi à franchir les défenses de l'Ukraine et à frapper leurs cibles prévues. Chaque missile qui atteint sa cible cause des dégâts non seulement aux infrastructures, mais également au moral d'une nation assiégée. Parmi les endroits visés, des centres stratégiques tels que Zaporijjia et Kherson ont subi une pression considérable. Les régions de Kharkiv et d'Odessa, déjà marquées par la guerre, ont connu de nouvelles vagues de destruction. La position côtière d'Odessa et son importance logistique en font une cible privilégiée pour des frappes répétées. Cette démonstration redoutable de la puissance aérienne russe incluait le déploiement stratégique de 17 bombardiers Tu-95, des avions lourds connus pour leur capacité de missiles à longue portée. L'opération a été renforcée par la présence de jets MiG-31 armés de missiles hypersoniques. Ces missiles, avec leur vitesse et leur agilité exceptionnelles, posent des défis redoutables pour les systèmes d'interception. Les rapports indiquent également la possible utilisation de missiles Zircon, réputés pour leur capacité de destruction de navires et leur vitesse dépassant même le Kinjal. L'utilisation de telles armes avancées suggère une décision tactique visant à démontrer des capacités et à frapper en profondeur dans les défenses ukrainiennes. Cette approche calculée par la Russie vise à mettre à rude épreuve les lignes de défense et les ressources ukrainiennes de manière continue. En examinant les implications de cette offensive, nous devons nous tourner vers la réaction des défenses aériennes ukrainiennes et là où elles ont échoué. Les systèmes de défense aérienne ukrainiens, qui incluent des plateformes avancées, comme l'Iris-T, ont fait face à l'une de leurs épreuves les plus exigeantes à ce jour. L'inspecteur Scott Ritter a déjà commenté les défis stratégiques auxquels l'Ukraine est confrontée pour renforcer ses défenses aériennes face à des attaques aussi sophistiquées et stratifiées. Malgré des déclarations élevées sur l'interception des projectiles, la réalité sur le terrain montre une pression significative sur ces systèmes, avec des vagues de missiles et de drones frappant de divers vecteurs. Le réseau de défense aérienne à plusieurs niveaux de l'Ukraine a été poussé à ses limites opérationnelles. Les missiles ont pénétré profondément
dans des zones stratégiques comme Ternopil et Transcarpathie, des régions autrefois considérées comme plus sûres et moins vulnérables aux tirs de missiles directs. Ces régions abritent des infrastructures vitales qui soutiennent l'effort de guerre ukrainien et la résilience civile. Cette brèche démontre non seulement l'efficacité de la technologie des missiles russes, mais aussi le choix du moment et la coordination calculée de l'assaut. Cibler ces zones perturbe les lignes d'approvisionnement, crée des pénuries d'énergie et pose des défis logistiques supplémentaires alors que l'hiver resserre son étreinte sur la nation. Les premiers rapports ont souligné d'importantes pannes de courant affectant plusieurs provinces, avec des coupures de courant couvrant des zones urbaines et rurales. De telles frappes mettent en évidence la stratégie plus large de la Russie, visant à affaiblir la résolution de l'Ukraine en ciblant son infrastructure énergétique. L'impact de la perte de puissance va au-delà des effets militaires immédiats. Il paralyse la vie quotidienne, diminue le moral et met sous pression les services d'urgence. Cette approche suit un schéma observé lors des offensives passées où l'infrastructure énergétique devient une cible critique avant les mois froids. La question demeure, combien de temps les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine, avec des ressources limitées et un soutien extérieur, peuvent-ils maintenir leur rythme actuel face à des assauts soutenus de cette nature? Cette opération rappelle la nature implacable de la stratégie de la Russie et l'adaptabilité de ses tactiques. Pourtant, ces frappes ne sont qu'une partie d'une stratégie plus large et plus complexe, qui dépasse les simples tirs de missiles. En nous tournant vers le nord, des rapports ont confirmé que les forces russes ont réalisé des avancées stratégiques au-delà de la frontière, dans la région de Tchernihiv. Cette avancée représente bien plus qu'une simple escarmouche frontalière. Elle témoigne d'une expansion soigneusement calculée visant à perturber les plans défensifs ukrainiens. Outre la prise de villages mineurs, les forces russes se sont stratégiquement positionnées à Novoselivske et Koloske, localités situées au nord-ouest de Soumy. Ces positions offrent un avantage militaire important, renforcé par la barrière naturelle des rivières environnantes. Ces défenses fluviales constituent une redoutable barrière naturelle, offrant aux forces russes un bastion défensif qui complique les contre-offensives ukrainiennes pour reprendre ces positions. Pour l'Ukraine, reprendre ces territoires nécessiterait une force militaire importante, capable de traverser un terrain difficile et d'affronter des défenses enracinées, tout en risquant de lourdes pertes. Ce scénario place l'Ukraine dans une position précaire, soit détourner des ressources cruciales pour reprendre ce terrain, soit se retenir et risquer de perdre davantage de profondeur stratégique. Les manœuvres de la Russie démontrent ici une compréhension claire du paysage tactique. En positionnant des forces là où les caractéristiques naturelles offrent un avantage inhérent, la Russie amplifie ses capacités défensives et oblige l'Ukraine à étendre ses lignes déjà fragilisées. Cette manœuvre pourrait potentiellement immobiliser les forces ukrainiennes, affaiblissant leur capacité à lancer des offensives coordonnées dans d'autres zones disputées. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'équilibre des forces sur les lignes de front de l'Ukraine? Explorons cela. La présence des troupes russes dans une enclave aussi stratégique renforce la mainmise de la Russie sur la région proche de Soumy. Cette position a des implications plus larges, suggérant une manœuvre calculée pour perturber la mobilité stratégique ukrainienne. L'inspecteur Scott Ritter a souvent souligné l'importance des manœuvres tactiques de la Russie pour étendre leur avantage. En tenant cette position, la Russie exerce effectivement un contrôle sur un carrefour critique qui impacte les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Cette perturbation constitue un obstacle significatif, pouvant potentiellement couper des routes d'approvisionnement et de renforts essentiels pour soutenir les opérations de première ligne. La proximité des forces russes par rapport aux bastions ukrainiens cruciaux met une pression immense sur le commandement ukrainien, les forçant à évaluer les risques de déploiement de troupes supplémentaires pour contrer cette menace. La décision n'est pas simple. Engager des forces dans une contre-offensive immédiate pourrait épuiser les ressources et laisser d'autres zones vulnérables exposées. D'un autre côté, retarder l'action risque de permettre aux forces russes de s'enraciner,
créant des positions défensives fortifiées avec des champs de mines et des réseaux de tranchées complexes. Une fois établies, de telles fortifications sont difficiles à déloger. Le terrain naturel, avec ses rivières qui servent de barrière, ajoute une autre couche de complexité. Toute poussée ukrainienne pour reprendre le terrain perdu impliquerait de traverser ses défenses naturelles sous le feu, face à un ennemi qui a préparé ses positions. Cette situation crée un environnement opérationnel difficile où l'Ukraine doit peser ses options avec soin, lancer une contre-offensive coûteuse en ressources ou accepter une impasse prolongée qui permet à la Russie de maintenir et même d'étendre son avantage stratégique. De plus, la possibilité pour la Russie d'utiliser ces zones comme tremplin pour des incursions plus profondes sur le territoire ukrainien ne peut être écartée. Les implications sont claires. Les défenses du nord de l'Ukraine sont sous une pression considérable, et leur choix dans ce théâtre pourrait influencer la dynamique plus large du conflit. Les enjeux sont élevés, toute erreur pouvant entraîner un désavantage plus large pour la posture stratégique globale de l'Ukraine. Et tandis que l'Ukraine se prépare à riposter au nord, l'offensive russe ne se limite pas à ce seul front. Simultanément, des rapports indiquent que les forces russes ont intensifié leurs efforts le long des frontières de Bryansk et de Koursk. Cette région, connue pour son importance lors de la campagne de la Koursk, connaît une fois de plus une activité accrue. Cette attaque coordonnée cible les défenses ukrainiennes déjà étendues, posant un dilemme redoutable. Défendre une frontière de plus en plus longue et exigeante en ressources ou risquer de perdre du terrain en termes de morale. Les doubles pressions de Bryansk et de Koursk sont conçues pour maintenir les forces ukrainiennes en alerte et les disperser le long du front. En avançant dans plusieurs régions simultanément, la Russie force l'Ukraine à adopter une posture défensive, rendant les redéploiements rapides difficiles et risqués. Ces perturbations frontalières ne sont pas seulement une nuisance tactique, elles représentent une pression stratégique que la Russie utilise pour épuiser les capacités de réaction de l'Ukraine. Avec des attaques d'une telle ampleur, la direction ukrainienne fait face à la réalité de gérer un front de bataille s'étendant sur des centaines de kilomètres. De Tchernihiv à Koursk, chaque secteur nécessitant attention, main-d'œuvre et soutien logistique. Le défi réside dans la capacité de l'Ukraine à renforcer ces régions menacées sans affaiblir d'autres fronts cruciaux. L'intention stratégique derrière ces manœuvres russes est claire. Forcer l'Ukraine à un état de réaction perpétuelle où ses capacités offensives sont diluées par la nécessité d'allouer des ressources à la défense. L'efficacité de la stratégie d'usure de la Russie devient évidente, car elle perturbe la cohésion stratégique de l'Ukraine, semant l'incertitude et nécessitant une distribution des forces qui affaiblit la force de toute poussée ukrainienne concentrée. Cette pression sur le commandement et la logistique ukrainien joue directement en faveur de la Russie. Chaque escarmouche, chaque affrontement frontalier teste l'endurance, non seulement en termes de main-d'œuvre, mais aussi de chaînes d'approvisionnement, de morale et de capacité physique à soutenir des opérations sur de longues périodes. L'Ukraine doit trouver des moyens de s'adapter à ces pressions implacables, une nécessité d'autant plus pressante que l'hiver approche, compliquant encore la logistique et le mouvement des troupes. Mais comment cette guerre prolongée façonne-t-elle le tableau d'ensemble? L'approche de la Russie est claire. Ce n'est pas une guerre à remporter par des victoires rapides et décisives, mais une campagne calculée visant à épuiser l'Ukraine au fil du temps, militairement, économiquement et psychologiquement. L'objectif est évident. Contraindre l'Ukraine à défendre une frontière étendue, à réagir à des frappes énergétiques ciblées et à étirer continuellement ses forces. Cette stratégie est une usure classique, où la victoire n'est pas déterminée par des gains rapides, mais par l'érosion progressive de la capacité de l'adversaire à se battre. L'analyse de l'inspecteur Scott Ritter soutient l'idée que ces opérations persistantes à petite échelle ne sont pas de simples distractions, elles servent un objectif à long terme, durer plus longtemps que l'Ukraine et tester la résilience de ses alliés occidentaux. En obligeant l'Ukraine à se concentrer sur un éventail toujours plus large de fronts, la Russie s'assure que les commandants ukrainiens réagissent constamment au lieu de planifier des mouvements proactifs. Cette posture défensive rend difficile pour l'Ukraine de consolider ses forces et d'exécuter des offensives qui pourraient inverser la dynamique.
Cette pression continue teste non seulement l'endurance militaire de l'Ukraine, mais aussi la détermination de ses civils et la solidité de ses partisans internationaux. Le soutien occidental, bien que significatif, n'est pas infini, et l'appel continu à un soutien militaire pourrait s'affaiblir avec le temps à mesure que la lassitude des donateurs s'installe. La Russie en est bien consciente et utilise le temps comme une arme à part entière. Chaque semaine où l'Ukraine doit se défendre contre des attaques, la pression sur son peuple et ses infrastructures s'accumule, rendant la perspective de maintenir l'élan de plus en plus difficile pour l'Ukraine. Le coût de la défense d'une frontière aussi étendue est immense. La logistique devient plus compliquée, les troupes de première ligne s'épuisent et le moral national peut fluctuer sous le poids d'une guerre prolongée et éprouvante. La stratégie de la Russie ne vise donc pas seulement à des gains territoriaux, mais à modeler le champ de bataille à son avantage, par une attrition calculée, garantissant que la capacité de l'Ukraine à mener des contre-offensives significatives est sévèrement affaiblie. À l'approche de l'hiver, l'Ukraine fait face à une bataille difficile. Les défis sont multiples, touchant à la fois les sphères militaires et civiles. Le réseau énergétique reste l'un des aspects les plus vulnérables, avec des frappes continues menaçant non seulement l'effort de guerre, mais aussi le bien-être de millions de civils. Les récentes offensives de missiles russes ont montré que la perturbation des sources d'énergie n'est pas seulement une stratégie militaire, mais un geste calculé pour briser le moral de la nation, frappant les foyers, les hôpitaux et les services essentiels. Les analyses de l'inspecteur Scott Ritter soulignent que la nature de ce conflit repose sur l'attrition, où la patience stratégique et la pression continue peuvent l'emporter sur des mouvements rapides et audacieux. L'approche de la Russie a été délibérée, se concentrant sur des progrès incrémentaux et l'épuisement des défenses ukrainiennes au fil du temps. Contrairement aux offensives dramatiques des premiers mois, la phase actuelle reflète une guerre de gestion des ressources et d'endurance. Chaque frappe de missiles et chaque escarmouche frontalière servent à éroder les infrastructures de l'Ukraine, à forcer des efforts de réparation constants et à drainer des ressources limitées. Cette réalité pose la question: l'Ukraine peut-elle gérer efficacement ses défenses et maintenir le moral national sous une telle pression continue? L'arrivée de l'hiver ajoute une nouvelle dimension impitoyable au champ de bataille. Les conditions affecteront non seulement les mouvements des troupes et la logistique, mais mettront également à l'épreuve la résilience des deux armées. Pour l'Ukraine, le défi logistique est aggravé par les infrastructures endommagées et la nécessité d'un soutien continu des alliés occidentaux. L'acheminement des armes, du carburant et de l'aide humanitaire sera crucial. Pourtant, des inquiétudes subsistent. À mesure que le conflit se prolonge, l'unité occidentale pourrait être mise à l'épreuve. Les pressions économiques et les changements de priorités politiques risquant de ralentir le rythme du soutien, créant une situation précaire pour les planificateurs militaires ukrainiens. Pendant ce temps, la lente avancée méthodique de la Russie se poursuit, s'appuyant sur le froid et sur un rythme d'attrition soutenu. Cette stratégie exerce une pression constante sur les défenseurs ukrainiens tout en minimisant l'exposition des forces russes à des offensives à haut risque. Les effets sur le moral ne peuvent être sous-estimés. Défendre des lignes de front vastes et exposées dans des conditions de plus en plus difficiles peut épuiser l'énergie et la détermination. La capacité de l'Ukraine à s'adapter à ces défis sera cruciale pour déterminer si elle peut tenir la ligne ou sera forcée à d'autres retraites stratégiques. Les implications vont au-delà des résultats militaires immédiats. Pour l'Ukraine, maintenir la cohésion et une direction stratégique claire est primordial. L'inspecteur Scott Ritter a souligné que la capacité à endurer est souvent aussi décisive que les victoires militaires sur le terrain. Cet hiver pourrait devenir une période charnière, révélant si l'Ukraine peut surmonter les effets combinés des pénuries d'énergie, des contraintes logistiques et de la pression militaire continue. Inversement, la méthode de guerre traditionnelle de la Russie teste non seulement le champ de bataille, mais aussi la détermination des soutiens internationaux de l'Ukraine. La question de la durabilité est cruciale pour les deux camps. L'Ukraine saura-t-elle s'adapter et rassembler suffisamment de forces pour résister à cette attrition incessante, ou bien la patience stratégique et la pression continue de la Russie finiront-elles par éroder la résistance ukrainienne et modifier l'équilibre du conflit?
Ce ne sont pas seulement des questions de stratégie, mais de persévérance nationale, de débrouillardise et de la capacité à tirer parti de chaque atout dans une guerre qui a depuis longtemps dépassé les attentes initiales. Ce sont des questions que nous continuerons à surveiller alors que ce conflit complexe évolue.